Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézil, Lacasse de Lacasse et associé Lacasse syndic, devrais-je plutôt dire. Bonjour Pierre-Paul. Oui, bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, différents dossiers sont sortis dans l'actualité la semaine dernière. J'aimerais qu'on revienne juste sur un petit détail avant d'aller vers le cœur de notre discussion aujourd'hui. Je regardais sur Radio-Canada une émission d'actualité où on parlait de faillite de compagnie, qu'on disait qu'en 2023, on prévoyait, au niveau provincial, il faut faire un trémolo, pas nécessairement au niveau régional, mais au niveau provincial, on prévoyait dépasser, faire des records de faillite. Oui, ben ça se tient parfaitement avec ce qu'on voit là. Tu sais, au Québec, les chiffres pré-pandémiques là, le plus haut. Ça faisait 20 ans que ça l'augmentait. Là, on en parle souvent là, de cette augmentation-là pré-pandémique. Le chiffre exact là, de dossiers de l'année 2019 était à 2126 dossiers. Puis si on regarde les 12 derniers mois qu'on vit présentement, au Québec, on est à 2300. Donc, on est 200 dossiers au-dessus. On n'est pas au 31 décembre, donc on compare pas les pommes avec des pommes, mais c'est très, très plausible de dire qu'on va terminer l'année en 31 décembre avec plus de dossiers qu'en 2019. Ouais, bien, au niveau régional, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que c'est très raisonnable. Ben, tout est relatif, là, mais on est encore sous cette limite-là. Là. Oui, c'est ça. On est dans les 12 derniers mois. C'est sûr que l'Abitibi, les régions, on a ça au trimestre. Donc, le dernier qu'on a, c'est juin. Celui de septembre, on va l'avoir normalement, genre début novembre. Donc, on l'a pas encore. Mais on était à 22 dossiers commerciaux pour des 12 derniers mois en juin 2023. Puis, pré-pandémique, en 31 décembre 2019, on était à 32. Fait qu'on était encore un 30 là, en dessous des chiffres pré-pandémiques, ce qui n'est pas le cas au Québec, qui n'est pas le cas au Canada. On est vraiment particulier en Abitibi avec moins de dossiers commerciaux. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, tant qu'à parler d'entreprise, parce qu'on est dans le commercial, il y a des entrepreneurs qui vont partir une compagnie, vont la gérer. À un moment donné, ils vont switcher, excusez l'expression, ils vont changer d'entreprise ou changer d'incorporation. Et là, on oublie souvent de s'assurer que tout est dans les normes lorsqu'on quitte l'autre incorporation ou l'autre enregistrement, peu importe ce que c'est. Il y a des procédures là, lorsqu'on passe d'une compagnie à l'autre ou on part une nouvelle compagnie puis on abandonne une autre compagnie, si on veut, ou une autre entreprise. Oui, bien, c'est sûr qu'il faut être bien accompagné quand on fait ça, mais tu sais, même certains comptables ne suivent pas nécessairement la jurisprudence de la fermeture des entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est que avant 2006, tu sais, des fois on voyait des compagnies qui étaient par exemple radiées d'office par le gouvernement, puis on disait aux gens, ben laissez ça là, c'est correct, c'est mort de sa belle mort, comme on disait. Ce concept-là n'existe plus vraiment dans le sens qu'une fois qu'une compagnie est radiée d'office, elle peut se faire réouvrir par une requête par certains créanciers ou même par le gouvernement. Donc, il y a des gens qui pensent à tort que parce que leur compagnie a été radiée, parce qu'ils n'ont pas produit certains rapports, que la compagnie est fermée, mais c'est pas le cas. Donc, il faut s'assurer, puis là, présentement, dans mon bureau, depuis quelques mois, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, des gens qui avaient une compagnie puis qui sont devenus salariés. Là, ils sont salariés dans le même domaine, mais ils ont laissé la compagnie de côté. Ou des gens qui ont, comme tu as dit tantôt, ont parti des nouvelles compagnies puis ils en ont laissé de côté. Ben, ces compagnies-là qui sont pas fermées, ça peut causer des problèmes importants aux administrateurs. Okay? Parce que quand on est administrateur, on est responsable d'un paquet d'affaires. Okay? Au niveau de l'entreprise incorporée, on est responsable évidemment de produire des rapports, qu'on parle des rapports de TPS, TVQ, qu'on parle des rapports de déduction à la source pour les remises des employés, qu'on parle des T2, là, les T2 CO17, les rapports annuels là, de fin d'année fiscale. Donc, on est responsable de tout ça. Si on ne produit pas ces documents-là, ces rapports-là, même s'ils seraient à zéro parce qu'il n'y a pas d'opération, ben on s'expose à des pénalités de non-production qui peuvent aller jusqu'à 2500 $ par rapport. Et ces pénalités-là, ben ils sont pas seulement sur le dos de l'entreprise, ils sont sur le dos de l'administrateur aussi. J'ai des gens qui viennent me voir avec des compagnies non radiées, ils se ramassent avec des fois des saisies du gouvernement, ils savent pas d'où ça sort parce que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas touché à leur compagnie. Ben ça sort de ça sort de compagnies soit radiées d'office, soit qui ont laissé de côté et qui n'ont pas produit certains rapports. Ils n'ont pas fermé des fois les rapports de déduction à la source une fois qu'il n'y avait plus d'employés. Des fois, ils n'ont pas fermé les rapports de TPS, TVQ. Et même si on fait tout ça, le fait de ne pas radier, dissoudre une compagnie en bonne et due forme ou la mettre en faillite pour la fermer comme il faut si elle a des dettes, ben le fait de ne pas faire ça, ça fait que on peut s'exposer à 3 ans plus tard, le gouvernement qui
qui nous émet des pénalités de non-production de 2 500, puis là, on a un bill de 10 000 avec intérêt qu'on comprend pas trop, bien souvent, ça vient de ça, de la non-production de rapport et de la non-fermeture d'entreprise. Donc, en résumé, là, ce qu'il faut faire, c'est que quand on a une compagnie qu'on n'utilise plus, ben il faut soit la dissoudre. Ça veut dire s'assurer qu'elle a plus de dettes, qu'elle peut être fermée, puis on fait la fermeture en bonne et due forme. Pour ça, on peut être accompagné d'un notaire, d'un comptable pour faire cette fermeture-là. Mais pour les compagnies qui ont des dettes et qui ne sont pas capables de dissoudre, parce que si on dissout puis on a des dettes, ben on ne sera pas capable. Il faut confirmer que les obligations ont été remboursées là, d'une compagnie qu'on veut dissoudre. Et si on le fait pas, ben encore là, l'administrateur s'expose à des responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces compagnies-là qu'on va finir par mettre en faillite. Mais on va les mettre en faillite des fois 2-3 ans plus tard parce que les gens nous consultent pas au bon moment. Donc, c'est un petit peu un rappel là, de s'assurer que si on a une compagnie avec des dettes qu'on n'est pas capable de payer, même si on n'est pas responsable de ces dettes-là, qu'on n'a pas de cautionnement, qu'on n'a pas de responsabilité, mais si on la dissout pas, cette compagnie-là, puis qu'on la ferme pas en bonne et due forme, ben à ce moment-là, on peut s'exposer à des pénalités de non-production. Là. Donc, c'est très dangereux à ce niveau-là. Est-ce qu'on parle de nécessairement de tous les types de compagnies? On parle d'enregistrement, d'incorporation, etc. Là. Est-ce que ça englobe tout ça ou il y en a qui c'est moins pire que d'autres? Ben, l'incorporé, c'est vraiment une entité juridique à part, donc il faut s'occuper. Les gens, des fois, vont penser, ben justement, c'est une personne morale indépendante, c'est pas moi, j'ai pas responsable de ça, je vais le laisser là. Ben non, comme administrateur, on a les responsabilités que je viens de dire. Donc, pour une société incorporée, il y a tout ce qu'on vient de dire. Pour une entreprise enregistrée, donc ça, c'est mis à jour par la force des choses parce que quelqu'un qui fait son rapport d'impôt, ben il doit marquer dans son rapport d'impôt s'il y a un enregistré, si cette entreprise-là est toujours opérante et il produit sa déclaration d'immatriculation qui a des petits coûts très, très faibles pour ça. Une trentaine de piastres, je pense, l'immatriculation. C'est ça, c'est en bas de 100 là, mais c'est toute cette mise à jour-là peut se faire par le rapport d'impôt. Donc, même si la compagnie il n'y a pas de rapport de produit, ben ça se produit à même le rapport d'impôt de l'individu à zéro. Fait que ça, il n'y a pas trop d'enjeux. Par contre, on a l'enjeu des rapports de taxes, s'ils ne sont pas produits par une entreprise enregistrée, puis que l'entreprise était enregistrée aux taxes et que les taxes ne sont pas fermées, ben on a les mêmes problèmes qu'on a émis tantôt. Et encore là, si on avait des employés et qu'on a des productions de déduction à la source, de rapports de retenue à la source à produire et qu'on les produit pas, ben encore là, on s'expose à des pénalités de non-production. Donc, c'est un peu moins contraignant pour les entreprises enregistrées, mais il y a quand même des éléments à s'assurer. Puis c'est pour ça que, il y a beaucoup de gens qui veulent pas être accompagnés d'un comptable parce que ça coûte de l'argent et tout ça. Moi, je vous dirais que 80% des entreprises qui ont des problèmes financiers puis qui sont dans mon bureau, la problématique, c'est pas au niveau du travail, de la compétence de la personne, de tout ce qu'on pourrait penser des problématiques qu'une entreprise pourrait rencontrer. Le problème principal, c'est la tenue de livre qui est mal faite parce que soit il n'y a pas de comptable dans le dossier ou il y a eu des problèmes où on n'a pas été capable de payer le comptable et qu'on a mis ça de côté, ou soit dans la gestion qu'on a fait des sommes qui étaient dues au gouvernement. Tu sais, les TPS TVQ, les DAS, déduction à la source à remettre, qu'on prend sur la paye des employés, ben tous ces éléments-là, c'est du fiducie présumé. Donc, si on les rembourse pas, ben on est responsable à titre de fiduciaire de ces sommes-là. Ça veut dire que l'administrateur ou le propriétaire de l'entreprise, ben va être responsable de ces sommes-là si elles sont gardées, exemple, pour payer d'autres dettes et que ces dettes-là sont pas payées, ben on a une responsabilité personnelle. Donc, c'est toutes des choses que si on est mal accompagné, ben ça coûte beaucoup plus cher d'être mal accompagné que de payer un comptable pour s'accompagner dans ces moments-là. Là. Et commandons. Surtout que des comptables, on est capable d'en avoir quand même des gens extrêmement compétents à des prix très abordables. Là. C'est parce que certaines compagnies n'ont pas besoin d'un comptable à temps plein. Là. C'est vraiment de la comptabilité. Là. Absolument. Ben oui. On parle puis les gens devraient toujours avoir un minimum de connaissances en comptabilité. Pour se partir une entreprise, là, du moins au Québec, là, et de pas avoir aucune connaissance, puis tout laisser ça dans les mains d'un tiers, là. Ça, c'est des histoires d'horreur que je vois souvent. Là. Des fois, on va avoir, un exemple, un commis comptable qu'on engage pour faire notre comptabilité une fois par semaine, ou on va avoir une petite entreprise à l'externe qui nous aide. Si on n'a aucune idée de ce qui se passe dans nos chiffres, là, à la base, on est quand même responsable. Donc, il faut avoir une base dans tout ce qui est comment ça marche les taxes, comment ça marche les retenues à la source, comment je lis un bilan. Quelqu'un qui n'a pas ça ne devrait absolument pas se partir en entreprise. Là.
Parce qu'il y a trop de risques, il y a trop de pièges, il y a trop d'éléments. Il faut être capable de regarder nos chiffres, que ça nous fasse pas peur. Et malheureusement, la grande majorité des gens qui ont des difficultés financières puis qu'ils doivent mettre en faillite, exemple, des compagnies, ben c'est souvent à cause de ça. C'est qu'ils ont dépensé de l'argent qui leur appartenait pas parce que ils maîtrisaient mal l'ampleur des déductions à la source, des taxes à payer. Et des fois, il y a eu de la mauvaise communication avec leur comptable parce que ils veulent payer le moins cher possible. Donc, ils disent, bon, ben regarde, là, tu as tant d'heures maximum pour faire ton travail. Ben des fois, les comptables, dans ce contexte-là, n'ont pas le temps de prodiguer des conseils, de donner de dire, ben regarde, on devrait y aller dans telle direction, on devrait faire tel changement parce que les entreprises ne veulent payer le minimum. Mais ça fait partie du coût d'être en opération, ça. Fait que maîtriser ces chiffres, s'assurer qu'on est bien accompagné pour les fins d'année, puis si on a une entreprise où exemple, on maîtrise un peu moins les chiffres, bien, s'assurer qu'on va chercher de la formation et graduellement qu'on apprend là, de cette entreprise-là pour maîtriser nos chiffres, là, parce que c'est là qu'est le problème principal des entreprises. En fait, on parle carrément d'un encadrement administratif là, au moment où on se parle. Là. Il faut administrer le travail, mais il faut aussi administrer la gestion financière de l'entreprise, là. Oui, puis il faut encadrer, si on a un commis comptable ou même si on le fait faire à l'extrême, il faut encadrer cette personne-là. Là. C'est nous qui étions responsables. Au bout de la ligne, là, c'est nous qui signons, puis c'est nous qui sommes responsables comme propriétaire d'entreprise ou comme administrateur d'une société. Donc, il faut s'assurer que les chiffres sont bien faits. Puis, un petit peu la même problématique que j'apprends souvent aux gens, les gens qui siègent sur des conseils d'administration d'OBNL. Ouais. Ces gens-là, des fois, ne se rendent pas compte à quel point leur responsabilité est engagée. Tu sais, quand on siège sur un conseil d'administration et que des déductions à la source, par exemple, ne sont pas remises par le comptable, on peut bien dire, non, moi, je n'étais pas au courant de ça, puis c'est pas moi qui faisais la gestion. On est responsable pour le gouvernement de que ces sommes-là soient payées. Donc, on devrait toujours exiger des états de compte, des déductions à la source, des TPS TVQ, s'assurer que ça c'est payé quand on est dans un OBNL, parce que les gens qui sont là puis qui dirigent l'entreprise ou qui s'occupent des finances comme trésorier par exemple, ben ces gens-là dans des OBNL n'ont pas nécessairement toute la compétence pour s'assurer que tout est parfaitement fait. Donc il faut s'assurer que nos obligations d'administrateur sont rencontrées puis que notre OBNL fait ses remises pour minimalement se protéger soi-même. Oui, parce que là, est-ce qu'on est en train de dire que quelqu'un qui est dans un CA d'un OBNL pourrait avoir des poursuites au niveau gouvernemental parce que ça a été mal fait? Absolument, et ça se voit très souvent. Moi, ça va arriver, exemple, qu'on va mettre un OBNL en faillite. On va rencontrer les administrateurs. Des fois, le conseil d'administration, ils sont 4, 5, 6, tout dépendant de l'ampleur de l'organisme. Ben, on leur apprend fréquemment des mauvaises nouvelles à ces gens-là, là, en leur disant, ben, regardez, comme administrateur, là, vous avez des responsabilités. Et là, voici ce qui va se passer si on met ça en faillite. Donc, des fois, les gens, malheureusement, doivent sortir de l'argent de leur poche alors qu'ils donnaient de leur temps bénévolement, là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de connaître nos responsabilités et d'exiger que ces responsabilités-là soient tenues à jour par la production de rapports et le paiement des sommes qu'on est responsable comme administrateur. Ben, je pense que c'est des questions à poser pour les gens qui sont impliqués, parce que là, on parle de bénévolat, là, on parle de gens qui s'impliquent volontairement et qui veulent aider l'organisme à évoluer et avancer. Et il y a un risque à ce niveau-là. Puis peut-être, effectivement, les gens sont peut-être pas tout au courant de ça, Pierre-Paul. Ça me paraît plutôt... Les gens sont fréquemment pas au courant, puis souvent, ben, c'est un honneur ou c'est un privilège ou c'est un plaisir d'aider un OBNL pour se structurer, puis pour avoir un conseil d'administration. On est sollicité pour ça sans cesse. Mais si on n'a pas ces connaissances-là au sein du CA, de vérifier ces éléments-là, parce que, exemple, on est dans un OBNL du domaine culturel, ben c'est pas dit qu'on a quelqu'un là-dedans qui connaît bien toutes les responsabilités administrateurs, là, tu sais. Donc, souvent, ces gens-là vont être à la recherche de gens compétents dans ces domaines-là, mais ces gens-là sont des comptables. En fait, on est hyper sollicités pour être sur des conseils d'administration pour ces raisons-là, parce que les gens veulent s'assurer qu'ils sont protégés à ce niveau-là, parce qu'ils ne connaissent pas toute la législation en vigueur par rapport aux responsabilités d'administrateur, là. Eh mon Dieu, c'est important. Déjà, le temps tire à sa fin et le sujet est vraiment très intéressant. On va peut-être en reparler, mais j'aimerais, avant de se quitter, qu'on donne les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher Pierre-Paul.
Oui, donc les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASE, peuvent nous rejoindre par courriel au info@commercial-lacasesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site Internet Lacase et Associés ou nous rejoindre là aussi sur notre Facebook. Donc, on est sur LinkedIn, Facebook. Les gens ne devraient pas avoir trop de problèmes à nous trouver. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Ce fut extrêmement intéressant. Merci, Denis.